Les conversations Les Diana. conversations Les Diana. conversations Diana. Les conversations Diana. Les conversations Diana. Les conversations Les Diana. conversations Diana. Les conversations Diana. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversations, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit toujours des conversations Diana, les nôtres. Je suis Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Diana.fr. Bonjour, je suis Nora Nour, photographe portraitiste et l'autre cofondatrice du magazine Diana. Ravie d'ouvrir cette conversation numéro 6. Donc voilà, la conversation numéro 6, qui est la suite en fait, une conversation hors série numéro 2, un peu, Voilà. la suite de la dernière. Donc on va continuer cette conversation autour un peu des relations, des personnes à éviter, de comment améliorer son quotidien. Et de nos anciens articles aussi. Tout à fait, en reprenant effectivement les billets d'humeur que Nora nous offre régulièrement sur le site. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt amour de soi et comportement un peu par rapport aux hommes. Alors on prévient tout de suite que forcément, c'est une vision un peu hétérocentrée quand on va parler de relations amoureuses. En tout cas, on va parler du male gaze, donc c'est dans le cadre effectivement d'un rapport amoureux avec des hommes quand on est une femme. Et puis, en fait, quand on va parler des relations en général, je pense que ça peut être tout simplement plaquable. Je ne sais pas si c'est un mot que je viens d'inventer, mais on peut l'adapter en tout cas à tout type de relation pour le coup. Voilà. Et donc, la dernière fois, du coup, on s'était arrêté sur la notion d'amour de soi à travers donc, ce billet d'humeur que tu avais fait, Nora. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette notion et puis de voir un petit peu ce que ça signifie finalement, cet amour de soi? C'est facile à dire en général, beaucoup moins facile à le faire. Donc, on avait, pour reprendre rapidement, on avait parlé la dernière fois des personnes toxiques, de ce qu'on appelle les vampires énergétiques, de la nécessité justement de reprendre un petit peu de son énergie à soi, de se la préserver pour arriver à ce fameux amour de soi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Nora? Déjà, je pense que l'amour de soi t'aide à te préserver des vampires et des personnes toxiques. Parce qu'à partir du moment où tu t'aimes, tu te respectes, et à partir du moment où tu te respectes, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Enfin, ça va de soi, l'amour de soi. Ça paraît hyper facile ça comme paraît facile, hein. Non, mais ça ne l'est pas dans les faits. Je me la raconte et tout, mais j'ai mis énormément de temps à poser mes limites, j'ai mis énormément de temps à faire connaissance avec moi-même, mais c'est quand même une belle exploration. C'est une belle exploration, c'est une belle relation que tu peux avoir avec toi-même, et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, que toute femme ou tout être humain puisse s'offrir, c'est ça. Et juste un truc, je voulais juste lire un extrait de l'article. Donc je disais dans cet article, « Je reste persuadée que mon féminisme est un concentré d'autodéfense et surtout d'amour de soi. C'est le seul moyen pour me protéger de ce monde cruel qui ne m'aime pas en tant que femme racisée et qui ne me respecte pas en tant que femme tout court. » Donc si toi tu t'aimes pas, si toi tu n'as pas cet amour pour toi, n'attends rien des autres en fait. Ça ne comblera pas. Même si une personne peut réellement t'aimer en face, si toi tu t'aimes pas, le trou il est là et il est sans fin, quoi. Donc voilà, cet amour de soi, c'est un travail quotidien, c'est un travail de chaque seconde, c'est un travail qui se fait consciemment, c'est-à-dire ne serait-ce que de bien se parler de soi. Ça voilà, bien entendu, j'allais arriver sur ça, puisque je pense qu'une des premières choses que tu m'as dites t'es pas la seule, quand on s'est rencontrés, c'est arrête de te dénigrer, arrête d'utiliser des mots négatifs pour parler de toi, puisque tu ouvres la porte en fait, à ces fameuses personnes toxiques, puisque tu leur donnes littéralement le bâton pour te battre. Littéralement, mais c'est ça, c'est le vocabulaire que tu emploies envers toi conditionne tout ton environnement, en fait. Moi, je l'ai remarqué parce que moi, à partir du moment où j'ai reprogrammé mon vocabulaire envers moi-même, ma vie a changé radicalement. J'ai plus les mêmes amis, j'ai plus les mêmes boulots, j'ai plus les mêmes opportunités. Tout a changé parce que j'ai conditionné mon cerveau, mon esprit avec des mots bienveillants. Et du coup, il y a eu réellement des gens bienveillants qui sont rentrés dans ma vie. Et quand je disais du bien de moi, ceux qui ne m'aimaient pas, entre guillemets, oui, il y en a, eh bien, partaient parce qu'ils ne supportaient pas de me voir bien avec moi-même aussi, tu vois. Et c'est vrai, moi, je le dis, je le répète, dans chaque workshop que je fais, chaque conversation que j'ai avec des amis, des femmes,
je dis aux femmes, surtout aux femmes, arrêtez de dire du mal de vous parce que vous attirez des prédateurs dans votre vie. On a vu le documentaire horrible de R. Kelly, là, le salopard, là. Comment il s'appelle Surviving R. Kelly. Surviving R. Kelly. Et donc, du coup, toutes... On a des souffleurs dans la Merci. Non, mais pas de souci, on est ravis. Et donc, du coup, oui, toutes les femmes qui ont ensuite témoigné en interview disaient qu'elles ne s'aimaient pas et que quand elles le rencontraient, elles disaient du mal d'elles. Genre, je ne suis pas jolie, je ne suis pas assez intelligente. Et parce que aussi, tu disais, je te coupe, pardon, mais tu disais quelque chose tout à l'heure en tant que femme et en tant que femme racisée, ce monde, la société fait tout pour qu'on ne s'aime pas, qu'on ait des complexes, avec la presse féminine notamment, qu'on se sente moins bien, inférieure les unes par rapport aux autres, etc. Donc, on nous apprend inconsciemment à se sentir inférieure, pas belle, etc. Pas assez, jamais assez. Jamais. Et surtout à être en attente de compliments, de ces choses-là, de la part des autres en général, de la part des hommes aussi. Oui, c'est ça, mais c'est ça le piège en fait. Et c'est pour ça que je pense que la structure familiale est le noyau de tout, parce que quand tu es aimé à l'origine, tu peux mieux affronter ce monde. Mais c'est vrai que si tu n'as pas ça, et si tu as cette société qui te rabaisse, bah, naturellement, tu vas avoir je crois que c'est 25 000 heures minimum de stimuli négatifs en 20 ans d'être humain. Donc si tu es dans un environnement toxique, tu multiplies les 25 000 par 2, par 3, facile. Va déprogrammer tout ça. Mais c'est pas impossible. Et c'est vrai que, je le dis et je le répète, les femmes qui parlent mal d'elles attirent des prédateurs ou des personnes toxiques dans leur vie, parce qu'ils vont venir avec une fausse bienveillance en disant « Mais non, t'es jolie, mais moi, je te trouve nana. » De la flatterie, etc. Voilà, de la flatterie, à mes yeux, tu es belle, je comprends pas comment une femme comme toi n'a pas quelqu'un. On l'a tout entendu, celle-là, hein, c'est bon. Mais toi, tu n'es pas comme les autres femmes. Ouh, celui-là, c'est un run red flag away, tout de suite. Dégagez, mesdames. Si vous l'entendez, celle-là, partez loin. Voilà, donc, parce qu'on te met en compétition aussi avec d'autres femmes quand on te dit ça, tu vois. T'es au-dessus du truc, c'est pas bon non plus. Donc, il y a tout ça, et vraiment, commencez déjà à dire du bien de vous, à parler du bien de vous. Des fois, je vois... Mais même moi, quand je me revoyais il y a des années de ça, je faisais tomber mes clés ou n'importe quoi, je m'insultais, je disais « Ah, mais quel nanin, j'ai fait tomber mes clés !» J'arrive même plus à le dire maintenant. Mais pourquoi, en fait, tu vois? Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, en face, c'est un mec qui te dit « Mais t'es con ou quoi ?» Mais oui, puisque toi, déjà, tu t'es parlé comme ça. Tu l'as dit, donc tu l'as autorisé à te le dire ensuite. Donc, et quand tu commences à bien te parler, t'imposes un truc naturel qui se met en place. Et les gens le sentent en disant « Celle-là... pas déconner avec elle, ou faut pas être en tout cas trop familière avec le langage. Mais le langage conditionne ta vie, j'en suis 2000% persuadée de ça. Et c'est super important tous les jours aussi de se dire du bien de soi. C'est aussi comme ça que l'amour de soi arrive. C'est-à-dire, tous les jours, regardez-vous et dites des choses, pas des flatteries, mais des vraies qualités, parce qu'on a tous des qualités en soi. Donc, allez-y, regardez. Il faut le reconnaître, quoi. Il faut apprendre à le reconnaître. Bah oui, c'est ça le plus compliqué. Oui, mais c'est quand même pas inhumain de pas avoir de... Enfin, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout être humain a des qualités. Il y en a qui en ont plus que d'autres, d'accord, mais et voilà, donc déjà mettre ses qualités en avant, ses qualités physiques, se regarder, de dire j'aime mes yeux, j'aime ma bouche, et pas regarder que ce qu'on n'aime pas. Et là, il y a quelque chose qui se construit, et là, vous avez votre première autodéfense qui se met en place. Et ça devient intéressant, parce que là, votre monde commence à changer. Et alors justement, la deuxième autodéfense, est-ce que ce ne serait pas justement se libérer de ce qu'on en appelle le male gaze, le regard masculin, dont tu avais parlé également. On parlait justement tout à l'heure, je te disais que la société de manière générale nous apprend à être dépendante du regard des autres pour se sentir valorisée. Et effectivement, quand on est une femme hétéro, du regard de l'homme qui vient nous sauver comme ça en chevalier blanc. Est-ce que tu peux nous... On sent la moquerie ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, nous expliquer un peu ce que c'était? Est-ce que tu l'avais expliqué dans cet article? Oui, le male gaze, ça vient principalement du cinéma. Et on voit bien quand un homme photographie une femme ou quand un homme filme une femme, c'est pas la même chose que quand une femme filme une femme ou une femme photographie une femme. D'ailleurs, mesdames, faites très attention aux hommes photographes qui vous arrêtent dans la rue pour vous dire vous êtes jolie, le male gaze. C'est pas normal, hein, en général, on stoppe pas comme ça les gens dans la rue, donc... J'en profite pour dire qu'il y a pas mal
d'affaires en cours, justement. L'amour court les rues, Il y voilà. a eu certaines enquêtes publiées. Je crois que c'était Néon Mag qui avait fait une très bonne enquête sur ce fameux photographe qui tague un peu partout dans Paris l'amour court les rues et qui visiblement serait un prédateur, agresseur, etc. Donc faites attention aux hommes qui vous disent t'es super jolie, est-ce que je peux te prendre en photo. Derrière, en général, il y a un truc. Voilà. Donc, et ça, c'est le male gaze. Je vais y arriver. Du male gaze pur et dur. C'est-à-dire qu'on se sent valorisé dans le regard des hommes en disant oh, il m'a choisi, il m'a regardé, je suis l'élu. Mais on leur a donné ce pouvoir-là à travers le cinéma, la littérature, la société. Nous-mêmes, les femmes, des fois, tout va bien. Il y a un mec qui rentre dans le groupe, bam, on se met en compétition. Il y a quelque chose qui s'est construit avec les sociétés et le temps. Mais c'est vrai que maintenant, cette génération bénie des années 2000, avec le féminisme et cette vague de féminisme, déconstruit tout. Et déconstruit cette façon de penser, et notamment le male gaze. Et tout d'un coup, il y a des femmes qui se disent, mais pas nécessairement des femmes hétéros, même des femmes bi ou homosexuelles, qui disent « mais on n'en a rien à faire en fait de votre regard. On s'en fout si vous nous trouvez jolie ou pas, on s'en fout de vos commentaires, et vous n'avez pas à nous évaluer. » C'est ça le truc, c'est qu'ils ont cette force-là de dire « oh, quand même, moi je te trouve jolie, et en plus tu dois dire merci. » Et quand tu réponds pas merci, t'as souvent en face une... Tu es arrogante ou prétentieuse quand tu ne réponds pas aux sollicitations. Prétentieuse littéraire. Militante littéraire, Oh, excuse. Non, mais voilà. Et oui, et après, quoi. Ou des fois, je sais plus, on te dit t'es jolie, tu dis je le sais. On va dire pour qui tu te prends. Ouais, voilà. Là, en face, tout de suite, ça change. Je me prends pour... voilà, regarde. Voilà, je me prends pour qui je suis. Enfin, et c'est pas grave. Ce qu'il y a de plus dur, c'est de rester vertical face à ces espèces de critiques. Donc le male gaze, c'est la façon dont les hommes nous regardent, nous commentent et nous évaluent. Voilà. Et on leur a donné ça, tant dans l'espace public que dans la publicité, que dans le cinéma, que dans la littérature. Ils ont eu ce pouvoir pendant longtemps. Et là, il y a des femmes qui commencent à contrecarrer, je ne sais pas comment on pourrait dire, ce pouvoir. Et ça agace. Et ça peut même rendre violent en face. Bah oui, parce que du coup, là, quand tu rejettes ça et quand tu commences à comprendre que voilà, tu n'as pas à être évalué H24 par n'importe qui dans la rue ou autre, bah déjà, quand tu ne réponds pas aux sollicitations, tu peux te prendre des insultes, même en ligne ou dans la vraie vie, et puis ça peut aller rapidement à de la violence physique, comme si ils sentent le contrôle en fait leur échapper, et du coup, ça, c'est insupportable pour eux, c'est ça ? C'est ça, mais c'est ce qu'on dit, hein, tu sais, les sifflements dans la rue et les pseudo, comment on dit, compliments, c'est de la domination. C'est ni plus ni moins de la domination. Donc quand tu dis, moi, je veux pas rentrer dans ce système-là et tu es en résistance, en face, tu le laisses pas l'autre dominer. Et oui, ça peut créer des tensions, voire même des violences. Mais moi, je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui commencent à voir que c'est pas de la flatterie ou que c'est plus du compliment. Et moi, je sais qu'il y a eu des femmes d'un certain âge qui m'ont dit « Ah, mais tu vas voir, ça va te manquer de plus être sifflée dans la rue. » Non, sérieux, ça va pas me manquer du tout. Enfin, en gros, tu vois, t'es comme à l'Argus, t'es coté. Donc, plus tu vas vieillir, moins on va te faire moins on va te siffler, moins on va te suivre. Comme si c'était quelque chose d'inestimable et que, oui, c'est une chance de se faire emmerder quoi, dans la rue. Et ça me rappelle la fameuse tribune, tu sais, de Catherine Deneuve et d'autres après le mouvement MeToo pour le droit d'être importuné dans le métro. On a du mal à imaginer Catherine Deneuve sur la ligne 13, par exemple, de toute façon. Donc, ça reste un peu de l'ordre de la science-fiction. Je sais pas. Non, mais là c'est super intéressant ce que tu dis là, parce qu'il faut faire la différence entre le droit la séduction et importuner, c'est-à-dire tu viens m'emmerder. Quand un homme vient... te saouler dans le métro ou dans l'espace public, ça s'additionne à d'autres agressions encore que nous on a vécues, c'est-à-dire tu prends par exemple une journée dans le RER A, t'as peur d'être en retard, tu te prends une main au derrière, t'es suivi par quelqu'un, ton chef va t'engueuler, et par-dessus le marché, ah oui, il faudrait peut-être vous laisser me faire je sais pas moi, me siffler ou me dire des obscénités dans la rue. Enfin, on en est où ? Et c'est pas les mêmes réalités de vie entre une Catherine Deneuve, comme tu dis, qui vit dans le 6e arrondissement, qu'une nana qui va prendre le RER. Et c'est pas les mêmes hommes qui sont visés aussi, parce que souvent dans ce genre de démarche de laisser les hommes les importuner, elles ne laisseraient pas n'importe quel homme non plus. Mais bien sûr, mais il faut pas oublier non plus que ces femmes-là, et c'est bien de le dire, que ces femmes-là ont côtoyé des hommes de pouvoir, comme des Polanski,
comme des Weinstein, comme tous ces mecs-là. Et ces mecs-là ont fait leur carrière. Donc elles ont tout à gagner à se ranger et à être complices d'un... Du côté du dominant. Patriarcal, bien sûr. Alors, une fois qu'on a laissé passer ou qu'on s'est battu ou qu'on a refusé plutôt le regard masculin, le harcèlement de rue, etc., et qu'on a quand même rencontré quelqu'un et qu'on est allé en date, etc., arrive le moment du coup de fil attendu. Je t'appelle. On s'appelle, promis, je t'appelle, qui ne vient jamais. On s'appelle, hein. Je t'appelle boire un café. Et justement, t'avais écrit un truc plutôt marrant, mais en même temps qui est révélateur aussi d'un certain comportement qu'on s'inflige, en fait, parfois, à attendre ce fameux coup de fil, alors que dans le fond, en plus, en vrai... Mais dis-moi que tu m'appelles pas. Mais en vrai, la plupart du temps, on s'en fout de ce coup de fil. On s'en fout, mais... Ou de la personne, en l'occurrence. Mais c'est juste qu'à partir du moment où on t'a dit... Bah, je t'appelle, t'inquiète. Je t'appelle pour un café, je t'appelle. Hein. T'es en attente et tu te retrouves dans une situation un peu de t'es prise dans un étau alors que t'es même pas... t'étais pas si désespérée que ça, quoi. Non. Ou alors, à contrario, tu peux peut-être passer un bon moment, il te dit je t'appelle et tu dis on va peut-être prolonger le bon moment, puis bam, ça s'arrête net. Mais dans ces cas-là, n'insultez pas notre intelligence, dites c'est bon, on a passé un bon moment. Je ne pense pas que je vais te rappeler. Juste être honnête intellectuellement et ne nous ménagez pas psychologiquement, on en a vu d'autres. Donc un petit nom comme ça, c'est pas grave. Non, j'avais écrit ça parce que justement, ça revenait à l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, comme je dis, il y a les limites. Et dans la limite, moi, j'ai posé beaucoup de limites, notamment celle de ne pas me critiquer physiquement, donc par le male gaze ou autre personne. Je n'accepte aucune critique concernant mon apparence. Et je ne supporte pas qu'on me mette en attente. Je trouve que c'est un manque de respect total. Donc ça arrive de se faire ghoster, je ne dis pas le contraire, mais voilà, c'est juste... n'attendez pas, parce que quand vous êtes en position d'attente, vous êtes en position de faiblesse quelque part, dans le sens où la personne, elle peut faire ce qu'elle veut de vous. Et quand tu es en attente, le pire, c'est que si cette personne te rappelle, tu vas répondre, quoi. Tu vas faire « Ah oui, surtout s'il rappelle en disant... alors que t'attendais. Désolé, j'ai pas pu t'appeler, mon grand-père est décédé pour la 3e fois. » Tu sais, tu peux plus être en colère contre quelqu'un qui te sort un truc pareil. Franchement, là, je ménage plus les susceptibilités. Je dis, écoute, c'est con pour ton grand-père, mais tu me fais pas attendre, quoi. Ou la moindre des choses, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de communication, est-ce qu'on peut dire, on peut envoyer un texto, on peut dire aux gens, je suis désolée de te faire attendre, voilà, j'ai ci, j'ai ça, mais tu laisses pas les gens dans un silence absolu comme ça. Surtout quand tu as été un tant soit peu un petit peu engagé romantiquement parlant, tu vois. Et tu dis, on s'appelle. Non, mais ne le dites pas. En fait, si vous le sentez pas, si vous le pensez pas, mais ne le dites pas. En fait, le on s'appelle veut dire on s'appellera jamais. Mais oui. Clairement. Mais ça peut te rendre malheureux d'attendre, en fait. Bah oui, mais c'est une manière de dire on s'appellera pas, mais oui, on s'appelle. Mais et dans ma tête, quand on me dit on s'appelle, je fais, c'est bon, tu ne vas pas m'appeler, c'est pas la peine, quoi. Et en plus, ça en dit long sur comment la personne te traite ou veut te traiter. Comment elle te considère. La considération. Exactement. Et la place que tu peux avoir dans sa vie. Donc, si la personne, elle te relaye au 4e, 5e plan, elle t'appelle, tiens, elle s'ennuie, elle veut voir Koh-Lanta avec quelqu'un. Non, mais elle m'appelle pas. Mais, et ça en dit long aussi sur l'amour et le respect qu'on a de soi et les limites qu'on peut poser. C'est-à-dire, à un moment donné, de dire, j'ai pas le temps. Enfin, trop tard. C'est important de ne pas accepter n'importe quoi parce qu'on se sent seul ou parce que voilà. on voit de l'intérêt. C'est facile à dire, hein. Tout ce qu'on dit est hyper facile à dire. Après, la pratique, voilà, faudra réécouter plusieurs fois le podcast pour mettre en pratique tout ça. Si ça a été écrit, c'est que ça a été surmonté. Et voilà, exactement. Donc du coup, c'est possible. Mais il y a une vraie satisfaction et un truc super puissant de dire j'ai envoyé bouler, bien comme il faut, tu vois. Parce que tu dis, quand j'étais beaucoup plus jeune... que quelqu'un puisse te regarder ou te parler en étant une jeune femme racisée, c'était presque de l'ordre du miracle. En tout cas, de là où moi je venais, c'était hyper raciste, c'était un racisme dur. Les femmes comme moi, il n'y en avait quasiment pas. Oui, donc, il y avait on était peu mis en valeur et du coup valorisés aussi par l'autre, quel qu'il soit, quoi. Exactement. Donc du coup, tu te dis et tu l'intègres profondément que l'amour, c'est la honte et que c'est la honte de t'aimer. Tu le prends pendant des années. Et à un moment donné, tu dis, non, mais attends, ça va, oui. Et quand tu commences à t'aimer,
bah là, tu te dis, bah, tu vois pas ce que tu as... Enfin, tant pis pour toi. Et là, il y a autre chose qui s'ouvre. Et c'est là où les personnes intéressantes arrivent. Par contre, la personne qui peut avoir l'air intéressée, te faire miroiter à un semblant de relation comme ça reste de la manipulation. Il faut qu'elle dégage très vite. Et là, elle dégage parce que tu t'estimes. Parce que c'est toi qui as mis cette limite, du coup. Exactement. Je commence à comprendre. Non, mais attends, moi, je ne veux pas me poser en gourou. C'est juste que les expériences de vie que je vois autour de moi, et je vois tellement de femmes... J'ai tellement de femmes brillantes, belles, intelligentes, drôles autour de moi, je ne peux pas en dire autant des hommes. Je peux pas en dire autant. Non, mais c'est pas une question de misandre. Je peux te citer... C'est pas moi que ça va déranger, donc... Non, mais je regarde de manière purement statistique. Non, mais de manière très objective. Exactement. C'est vrai. Si je regarde autour de moi, je peux te citer 10 femmes belles, drôles, intelligentes, brillantes. Je peux pas dire la même chose en face du côté masculin. Je peux pas. Et donc, du coup, je vois toutes ces femmes avec autant de qualités, mais une vraie carence émotionnelle et affective. Et elles peuvent oublier toutes leurs qualités juste pour l'attente du coup de fil ou du SMS ou du regard de l'autre, en fait. Et ça me tue parce que je me dis, putain, mais tu vaux 1000 fois plus que ça, quoi. Donc, voilà. Et alors, justement, pour poursuivre ça, alors, on n'est pas en train de vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans vos vies. C'est une conversation. Mais on vous le conseille. Non, je plaisante. Oui. Mais du coup, après, une fois qu'on a déconstruit tout ça et qu'on apprend à s'aimer, etc., vient la question, du moins la représentation qui nous est faite du mariage et de l'engagement à long terme avec quelqu'un, etc. Et très souvent, et d'autant plus chez nous, le mariage est vu comme l'aboutissement ultime de votre vie. Si tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. C'est ça. Et du coup, les femmes qui ne veulent pas se marier, ou du moins n'envisagent pas dans un futur proche le mariage, sont vues un peu, et pas que chez nous d'ailleurs en vérité, dans la société française, quelles que soient tes origines, quand une femme dit moi je veux pas me marier, j'attends pas ça, c'est pas le conte de fées, etc., on lui dit mais t'es égoïste, ou alors celle qui veut pas d'enfant, c'est encore pire, là c'est le grand blasphème. Tu dis ça maintenant et puis dans quelques temps tu changeras d'avis, etc. Et c'est encore vu comme quelque chose de très très subversif en fait. C'est la subversité même de ne pas vouloir se marier. Et donc voilà, tu avais fait un billet dessus, non pas pour vous convaincre, mesdames, de jamais vous marier, ou messieurs d'ailleurs, mais on parle plus aux dames. Ouais. Mais juste pour avoir en fait la possibilité de voir une image, une représentation du coup différente de ce qu'on attend de nous aussi. C'est-à-dire qu'on attend de nous voir en quête du bon parti, et donc être dans un truc un peu d'être désespéré quand tu le trouves pas après un certain âge, après 22 ans et demi en gros, si tu le trouves pas, c'est mort. Après la fac en général. Voilà. Ouais. Et du coup de dire tout simplement ne pas vouloir se marier, ça peut aussi être quelque chose de libérateur, d'empowerment. Empowering, je sais même plus comment on dit. D'empuissancement. Ouais, voilà. Je trouve pas super beau ce mot, mais ce serait un autre débat. Ouais. Du coup, tu peux nous résumer un petit peu le pourquoi de ce billet, qui est un des plus anciens en plus, je crois, que tu avais écrit. Le pourquoi du comment, et puis ce que toi, en tires comme conclusion aussi. Moi, j'ai toujours été contre cette institution, et je me suis retrouvée dans un environnement qui encourageait cette institution. Donc, tu es un peu déjà outsider. Moi, cette institution ne m'a jamais parlé. Chacun fait comme elle veut. C'est pas mon souci. Mais le problème, c'est que quand tu n'adhères pas à cette institution, il y a des vraies pressions sociales qui se mettent en place. C'est-à-dire là aussi, on te regarde comme une paria. Et si tu n'as pas un tant soit peu d'amour de toi ou pour toi, ça peut heurter et ça peut faire beaucoup plus mal qu'on ne le croit. Les dégâts sont juste terribles. Quand on te sort, tu vas pas rester comme ça toute ta vie, mais ça veut dire quoi comme ça ? Alors que toi, tu es bien, tu es heureuse, tu supportes les humeurs de personne, tu es indépendante, on vient quand même te chercher là-dessus. En rabaissant en plus ta condition, ton statut. C'est exactement ça. Et puis après, alors ça, je parle de la société en général, mais si on va par exemple dans des groupes d'amis, femmes, elles sont tout au taquet pour « je veux me marier ». En tout cas, j'ai eu ce groupe-là autour de moi pendant longtemps et j'étais en état d'angoisse, quoi. Je me suis dit « mais moi, je suis la seule à
pas le vouloir et non, non, Nora, tu te mens, c'est pas normal, c'est normal de se marier. Et en fait, quand tu dis non, on te regarde encore une fois comme une déglinguée ou comme une outsider du truc, tu vois. Ou comme une anomalie, ou comme Où tu te mens. ah, miskina, tu vois. La pauvre, ce qu'elle vit, c'est franchement pas. Tu vois. Comme si c'était pas quelque chose de choisi aussi et de clairement conscient et réfléchi aussi. C'est ça. Mais ça, ça aussi, c'est super infantilisant. Ça veut dire que tu peux pas savoir ce qui est bon pour toi, en fait. Mais et c'est ça qui est super important, c'est de s'écouter. Mais moi, heureusement que je me suis écoutée et que j'ai pas suivi ce que la société et les groupes voulaient de moi, parce que je pense que j'aurais été profondément malheureuse. C'est absolument pas qui je suis. Et heureusement que j'ai combattu ça. Et je me suis rendu compte que ça m'a coûté en énergie, ça m'a coûté en temps, ça m'a coûté aussi en chagrin, parce que émotionnellement, tu as une charge émotionnelle que tu te prends dans la gueule, que très peu de gens peuvent comprendre, si ce n'est peut-être que les femmes qui sont dans cette situation. Et voilà, ce regard qu'on pose sur toi de c'est raté, c'est foutu. Qui voudra de toi maintenant? Alors que toi, dans ta tête, tu es 1000 fois plus belle, intelligente, drôle, puissante, tout ce que tu veux, et tu dis c'est ce regard pauvre que tu poses sur moi. Alors que moi, j'ai quelque chose de bien plus puissant, en fait. Et c'est en ça que j'ai écrit ce billet d'humeur, en disant, mais vous ne laissez pas rabaisser par les poids de la société, parce qu'un homme, il aura peut-être un peu de... Oui, il faut que tu te maries, il faut que tu... Mais il y aura une petite pression qui sera de toute façon toujours moins forte et moins humiliante que pour une femme. Il me semble. Mais ne serait-ce que pour comment on appelle ça, là, l'horloge oui, voilà. On ne va jamais leur ressortir ça. Non. Mais moi, tu me sors tout de suite l'horloge biologique, et ensuite, tu ne seras pas assez fraîche pour porter une robe de mariée blanche. Horrible. C'est horrible. Hein. Ou tu ne seras pas assez... Il faut que tu t'habilles pour plaire à un homme, parce qu'il faut qu'on te regarde quand même. Il faut que... Tu vois, tout est... On dirait que tout est investi pour que, finalement, le but final soit le mariage. Et quand tu dézingues le mariage, en tant qu'institution, avec un regard féministe, genré, et tu regardes le truc à froid, tu t'aperçois que là, les gens en face, ils ont du mal à te répondre, et soit on t'attaque, soit on te fout la paix, mais on va dire, celle-là, elle est folle, ou elle n'a pas compris. Elle va finir avec des chats. Mais je préfère finir avec des chats qu'un mec de 45 ans qui même me saoule. allergique, je préfère finir avec des chats. Non, mais... Et alors? Et même si je veux finir avec des chats, en quoi? Oui, mais voilà, il y a cette image de la vieille fille, la mémère à chat. La femme, la folle au chat, etc. Enfin, tu vois, mais là, j'ai l'image des Simpsons dans la tête, mais tu vois, c'est à peu près... Mais c'est super interventionniste, le fait de parler comme ça, déjà. Et si je veux finir avec des chats? Voilà, c'est quoi ton problème? Mais oui. Mais est-ce qu'avec l'âge... oui, l'âge, oui. Est-ce que les réactions des autres femmes changent? Parce que moi, je sais quand j'étais plus jeune, à l'âge où mes copines de lycée se sont mariées peut-être très jeunes, après la fac, etc. Il y a eu toute une vague de première vague d'amis mariés. Et donc là, il y a le premier truc en disant, et toi? Tu vois, alors que moi, dans ma tête, je n'y pensais pas. C'était pas encore... voilà. Et maintenant, quelques années en plus, ces femmes-là, pas toutes, mais en grande majorité, ont divorcé. Parfois se sont remariés, et parfois sont retrouvés en galère avec des enfants, seuls, etc. Et du coup, ce regard-là a changé. Certaines disent « Non, mais t'as raison. T'as eu raison de ne pas te marier parce que vraiment, c'est pas possible. » Donc là, on sent aussi le côté... le désespoir change un peu, mais parfois, le regard sur la situation du fait je veux pas me marier, ou tout simplement, là, tout de suite, c'est pas mon truc, ou je recherche pas ça à tout prix, tu vois. Je ne considère pas que j'ai pas raté ma vie si je me suis pas mariée avec le premier mécanicien moustachu passé. On sait. On sait, de Tiznit, ou d'ailleurs. Mais en tout cas, avec tout le respect que j'ai pour les gens de Tiznit, bien entendu, c'est la maison. Mais qu'est-ce que je disais comme métier d'avant ça? Non, mais voilà, le regard change avec ce qu'elles ont pu vivre de désillusion sur cette institution qu'on nous vendait comme un conte de fées, comme l'aboutissement ultime, etc. Une fois que ces femmes qui te disaient alors, t'es pas mariée, elles passent de l'autre côté en divorçant, en se rendant compte que c'est pas l'idéal, commencent parfois à même envier ta situation. Est-ce que tu as eu ce genre de retournement un peu de... Oui, bien sûr. J'ai eu ce genre de truc et j'ai même eu des gens qui m'ont écrit sur Insta en me disant... c'est pour ça que je poste pas trop de photos où je voyage et je suis seule. J'ai eu des gens qui m'ont dit Nora, on nous a vendu du rêve et c'est un cauchemar en fait. Et ça m'a fracassé le cœur quand j'ai lu ça. C'est hyper... En fait, c'est déstabilisant de tristesse, quoi. De tristesse, ouais. D'en arriver à ça, à cette conclusion. Ouais.
enfin, l'institution du mariage, personnellement, chacun fait comme il veut. Je le dis et je le respecte. Oui, on n'est pas en train de dire ne vous mariez pas. Faites ce que vous voulez, les amis. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien et on est très contents pour vous. Et invitez-nous, nous on adore venir manger et tout, danser, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, on met l'ambiance. Oui. Non, c'est pas ça. Mais oui, quand j'ai eu ça, mais d'un autre côté aussi, on m'a dit mais quand même, tu sauras pas ce que c'est que de passer devant la mairie, d'avoir un livret de famille, tu sauras pas ce que c'est que d'arriver chez toi, d'avoir ta maison, ta famille. Mais je pense que les gens déjà sont hyper interventionnistes, mais ne savent pas ce que c'est que d'aimer leur vie en fait. Et quand toi tu l'aimes vraiment ta vie, et que tu la gères comme tu l'entends, c'est une liberté que tu... Et du coup, c'est pas un regret, quoi. Ces choses-là, c'est que pas... tu peux pas regretter, voilà. Tu peux pas. Juste, tu peux pas. Et c'est super fort quand même, parce que je trouve qu'on se rend pas compte de la violence qu'on nous envoie dans la gueule quand on nous dit « Ah, t'es pas ci, t'es pas ça, machin ». Et qu'au final, c'est tout aussi dur que d'entreprendre le mariage, en fait. Enfin, j'ai l'impression que le mariage, c'était une trop grosse entreprise pour moi. Voilà, trop. C'est trop, c'était... Non, et j'avais déjà trop de responsabilités très jeune. Je voulais pas me reprendre encore d'autres trucs. Je voulais un moment pour moi. Bon, le moment, il est devenu long. Après être plus long. Mais voilà. Mais ouais, chacun a son rythme, au final. Ouais. Il nous reste que quelques minutes, donc on va passer aux recommandations, en fait, tout de suite, sans transition. Comme ça, on est à la maison. Voilà. On vous mettra de toute façon les liens, on l'a pas redit, mais les liens de tous ces billets d'humeur pour les relire pendant que vous écoutez ce magnifique podcast. Donc oui, les recommandations, alors pas en rapport ou pas d'ailleurs avec ce genre. Moi, pour ma part, c'est pas en rapport, mais vas-y, je te laisse commencer. Oh, mais c'est gentil. Je pensais que tu allais le faire. Non, vas-y. Non, pas toi, c'est moi, vas-y. Moi, je recommande un livre qui s'appelle « Le courage de ne pas être aimé » de Ichiro Kishimi. Donc ce bouquin, c'est une conversation entre un sociologue et un jeune homme. Je ne sais pas ce qu'il fait le jeune homme, on ne sait pas trop. Et le philosophe, pardon, et un jeune homme. Et le philosophe lui explique par A plus B, tout le long de la conversation, pourquoi c'est important de ne pas être aimé. Et en effet, on ne peut pas être aimé par tous. On ne peut pas être aimé par un maximum de gens et on ne peut pas être aimé tout le temps. Il y a des moments où il faut sortir du groupe, il faut s'aimer soi de toute façon, ça c'est la constante. Et après, bien choisir le groupe qui va t'entourer et qui va t'aimer avec un amour de qualité en fait. Il y a des gens qui veulent plaire tout le temps, à tout prix, être poli, être bien. Et ce livre en fait explique l'importance justement de ne pas être aimé par certaines personnes. Ça prouve à quel point... De choisir du coup les personnes qui mériteraient de t'aimer, c'est ça ? C'est ça. Et qui mériteraient de t'approcher, de faire partie de ton groupe. On pense que pour avoir un groupe sain, il faudrait avoir 7-8 personnes autour de soi. Pas plus, parce qu'après, c'est plus difficile à gérer. Mais pour avoir une vie équilibrée, stable, avec de l'amour et de l'affection, 7-8 personnes de qualité suffisent. Il n'y a pas besoin de plus. Et donc, du coup, c'est ce qu'on dit dans le bouquin. Donc, super intéressant par rapport à ça. Et moi, j'adhère en plus. Et... il y a des gens, c'est vrai, tu es peut-être presque flatté de ne pas être aimé par eux au final. Oui. Voilà. Donc ça ne sert à rien, cette quête de l'amour absolu auprès de tout le monde et tout. C'est toxique et ça vous rend malheureux. Donc avoir le courage de dire, si cette personne ne m'aime pas, peut-être que c'est bon signe. Peut-être que je suis un être humain de qualité. Ok, alors on rappelle, le titre, c'est « Le courage de ne pas être aimé ». Oui. Ichiro Kishimi, c'est ça. On mettra aussi la référence. Et donc pour ma part, je ne vais pas parler de livres pour une fois, ni de développement personnel ou autre, mais je vais mettre en avant une marque, une créatrice. Donc la marque s'appelle Amazir Ness, donc est créée par une jeune femme belge d'origine marocaine, Amazir, donc Rifen, il me semble, comme souvent les Marocains en Belgique, n'est-ce pas, qui s'appelle Sakina, et qui a donc créé une marque de tatouages éphémères, donc inspirée des tatouages Amazir que portaient les femmes essentiellement dans les différentes tribus. Alors j'en ai mis un, mais je l'ai mal mis, donc voilà, mais ça ressemble à des choses comme ça, pour ceux qui ont la vidéo, ceux qui écoutent, voilà, on vous mettra les photos. Elle a créé ça, il me semble, il y a 1 an ou 2, que je ne dis pas de bêtises, donc la marque est sur Insta, le compte Amazir Ness.
Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se réapproprier cette culture, ces traditions vraiment ancestrales. On a tous et toutes vu nos grands-mères, nos tantes avec des tatouages sur les bras, parfois sur le visage. On ne comprenait pas forcément quand on était tout petit. Non. On nous a aussi appris à parfois mépriser ça parce que le regard français fait que c'est bizarre, ces femmes âgées avec des marques sur le visage, etc. Et il n'y a pas forcément toujours eu une transmission de ce que voulaient dire ces tatouages. Je pense que pour certaines, il y a eu une... Alors, je ne vais pas généraliser. En tout cas, de mon côté, j'ai l'impression qu'il y avait un peu une honte arrivé à un certain âge parce que le rapport à la religion faisant qu'on nous dit souvent que les tatouages étaient haram, étaient interdits. Et en même temps, donc, ces tatouages dataient d'une époque aussi pré-islamique, parce que c'est vraiment les traditions du peuple amazigh. Donc, il y a eu toujours un rapport un peu bizarre avec ces tatouages qu'en tout cas, moi, je voyais sur les bras, les visages de mes tantes, de ma grand-mère. Et je réapprends très lentement, mais sûrement, à non seulement apprécier ça, essayer de me renseigner sur leur signification. Alors voilà, je ne veux pas faire aussi de l'orientalisme de mon côté, mais du coup, voilà, essayer de me mettre ces petites choses éphémères sur le bras, les mains, etc. Ça me rapproche un petit peu de ça et ça me donne envie d'en savoir encore plus. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Et pour la petite anecdote, en fait, ça c'était donc la première collection qui était un peu des espèces d'autocollants, un peu comme les tatouages qu'on avait dans les chewing-gums quand on était petit. Les décalcos. Les décalcos, voilà. Et donc là, ils font, pardon, on va se dépêcher. Elle fait des soldes. Ah voilà, faut le montrer. Il n'est pas super bien mis, donc j'ai peur que ça fasse pas bonne impression. Cet été en tout cas, parce que quand on va passer le podcast, je pense que ce sera déjà fini, mais ils faisaient des soldes sur leur première gamme d'autocollants, de tatouages. Et du coup, elle va en refaire une avec un procédé un peu plus abouti, qui durera plus longtemps et avec certainement de nouveaux dessins. Donc, je pense que d'ici là, ça sera certainement mis en vente. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous de toute façon à son compte. On vous remettra tout ça avec de belles photos. Et puis, soutenons les femmes, les créatrices qui se réapproprient leur propre culture. Et puis, faites-vous du bien en achetant des choses comme ça. Des choses belles en plus. Voilà, ça fait partie de l'amour de soi. Exactement. Donc, comme quoi, il y avait quand même un lien. On y est. Écoutez, je pense qu'on a fini sur cette petite note. Merci Nora pour cette conversation hors série. Toujours. Et puis, on vous donne rendez-vous le mois prochain avec une autre conversation, avec certainement plein d'invités brillantes comme à chaque fois. Of course. Voilà. Azul. Allez, à bientôt. Ciao.